Radio WN. Nous sommes le 30 mai 2026 en direct à la Filature, scène nationale de Mulhouse, sur Radio Quetch et Radio WNE, des entretiens, de la musique, du spectacle. Et nous recevons Antoine Hoffmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste et chercheur et vous avez participé ce matin à une table ronde architecture et langage urbain, réhabiter la ville en poète. Yulia et Julia étaient présentes ce matin à cette table ronde. Yulia, à toi la parole. Ma première question, c'est est-ce que vous pouvez présenter ce que vous faites, votre recherche ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg. J'ai passé une thèse sur les usages urbains, politiques et artistiques. Et ma recherche actuelle s'oriente davantage sur les questions des représentations du fascisme et des néofascismes, toute la culture visuelle en fait qui est alliée à ces questions contemporaines. Donc vous avez dit fascisme et antifascisme. Fascisme et antifascisme. En France ou France essentiellement. Après, j'ai quand même des regards un petit peu sur la manière dont ça se met en place de manière internationale. J'étais à Grenoble par exemple il n'y a pas longtemps où je parlais du motif de la tronçonneuse de Javier Milei et comment est-ce qu'on pouvait aussi analyser ces images, ces symboles et ce qu'elle disait de nous et de notre époque. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les actualités en France, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces questions? Oui. Que ça va mal. Ouais. Voilà, ouais. On va dire les termes un petit peu, mais oui. Enfin, moi, je constate dans mon étude des médias, dans mon étude de la culture, une pensée réactionnaire qui est de plus en plus présente, de plus en plus dangereuse, et sur laquelle finalement, les artistes contemporains ont de moins en moins de liberté, où il y a de plus en plus de phénomènes de censure qui se mettent en place. Et d'alignement justement sur le discours des partis d'extrême droite, c'est-à-dire en alignement sur des valeurs qui sont contraires et opposées aux miennes, à savoir la xénophobie, le racisme, l'homophobie, la transphobie, etc. Vous travaillez à Strasbourg, est-ce qu'il y a des spécialités alsaciennes par rapport aux représentations fascisme, antifascisme dans cette région ? Non, pas plus que dans une autre région. Il y a des groupes qui se sont montés comme un petit peu dans toutes les villes de France par rapport à cette montée. Il n'y a pas une particularité, c'est-à-dire que Strasbourg, il y a un laboratoire de recherche auquel je suis affilié qui s'appelle l'ACRA, l'approche contemporaine de la création, de la réflexion artistique, et dans lequel en fait je suis membre d'un groupe de recherche qui s'appelle Culture Visuelle et qui s'oriente en fait véritablement sur une étude des questions de l'image, image à entendre au sens large, c'est-à-dire autant l'image picturale d'une toile réalisée par un peintre qu'une image médiatique, qu'une image dans le vocabulaire commun, puisque en fait on assiste aussi aujourd'hui à la création de nouveaux termes qui ont des volontés un peu de dénigrer en fait certaines luttes en cours, quoi. Vous parlez des rues en tant que l'espace politique, c'est ça ? Ça veut dire quoi pour vous ? La rue comme un espace politique, en fait la rue est un espace politique. C'est-à-dire aujourd'hui c'est le reflet de l'ordre, du pouvoir qu'on voit. C'est le libre-échange, c'est la libre économie, c'est la circulation, etc. Les manifestations, elles ont lieu dans la rue, puisque à un moment donné c'est aussi des corps qui vont se mobiliser dans l'espace public, le reprendre différemment, les réhabiter différemment. Et c'est aussi là où finalement on a aussi un bon nombre d'injonctions et un bon nombre d'images qui vont exister. Repensons ne serait-ce qu'à la question publicitaire et à ce que ça va indiquer sur les normes à suivre, les corps, comment ils doivent être construits, la question de l'hétéronormativité, de la blanchéité, etc. qui viennent apparaître à cet endroit-là. Donc c'est un endroit où on peut se rendre visible, et en se rendant visible, on existe. En fait, c'est ce que Nicolas Mirzoeff appelle aussi un droit de regard. C'est le droit de pouvoir aussi choisir d'être vu et comment est-ce qu'on va être vu. Donc en soi, pour moi, c'est un objet fondamentalement politique que la rue, puisque c'est là où toutes et tous sont censés, du moins sur le papier, se croiser. Après, dans les faits, c'est souvent autre chose. Et est-ce que vous croyez que, je ne sais pas, pendant les derniers 20 ans, 10 ans, est-ce qu'il y a eu un changement par rapport les rues? Est-ce qu'ils sont devenus plus accessibles? Est-ce qu'il y a eu un changement comme ça? Alors, disons que moi je vais reprendre, il y a 20 ans, j'étais jeune étudiant, je faisais du graffiti, il y avait quelques caméras dans la ville. Mais c'était pas, par exemple à Strasbourg, c'était loin d'être la même map, si je peux dire. Aujourd'hui, les caméras sont véritablement à tous les coins de rue. Il y a une logique un petit peu sécuritaire et un petit peu m'as-tu vu, puisque on sait que tout n'est pas toujours suivi à cet endroit-là, quoi. Et après ce week-end, on peut dire qu'on célèbre les pratiques urbaines ici à la Filature. Est-ce que vous voyez un lien entre ça et votre démarche ?
Oui, évidemment. Enfin, moi, effectivement, je vais avoir toute une pratique de performance dans la rue, ce dont on a un petit peu parlé ce matin, mais il y a toute une pratique aussi de prise de position, de possession de l'espace public au travers de ma pratique. Et surtout, voilà, je suis un artiste qui est d'abord issu du graffiti, d'abord issu du mouvement du hip-hop. C'est ça qui m'a forgé avant d'arriver finalement à la question des études, à la question de la recherche, etc. Enfin, c'est effectivement à la fois ma première source d'inspiration et ma provenance. Oui. Et comment est-ce que vous avez trouvé le graffiti ce matin? C'est vrai que vous avez parlé de l'histoire du graffiti et tout ça. Est-ce que vous pouvez aussi parler de ça un petit peu? C'est très intéressant. Et pour vous aussi, personnellement, comment vous avez le trouvé? Alors moi, je vais commencer par moi. Désolé pour le côté un peu égocentrique. Moi, j'ai commencé au début des années 2000. C'était un copain qui faisait des gribouillages dans un cahier, qui m'avait montré ça. Ça m'avait ultra impressionné. À cette époque, je faisais pas mal d'allers-retours entre Strasbourg et Saverne. Et j'ai commencé à observer ce qui se passait sur les voies ferrées. Et voilà, je m'étais annoncé comme tagger dans mon collège. Malheureusement, j'avais jamais fait de graffiti à ce moment-là. Et un jour, je me suis retrouvé devant un mur avec des bombes de peinture. J'ai fait un graffiti ignoble, vraiment atroce. Je l'ai encore en tête, c'était un peu dégueulasse. Ouais. Et mes potes se sont foutus de ma poire pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, je me suis dit non, mais en fait, ça va pas durer longtemps comme ça. Je suis retourné acheter des bombes. Enfin, voilà, la première fois, on les avait volées, mais je suis allé acheter des bonnes bombes de peinture. Et là, j'ai réussi à faire un truc à peu près potable. Et j'ai été content de moi. Et je me suis dit, en fait, c'est super cool. Et j'ai envie de continuer ça, quoi. Donc, suite à ça, j'ai été un petit peu mordu. J'ai fait du graffiti d'abord illégalement pendant une dizaine d'années et parallèlement j'ai commencé à développer du graffiti légal dit de terrain et à m'orienter uniquement là-dessus parce que j'ai plus le cardio pour aller peindre d'autres choses. Concernant la pratique du graffiti, ce que j'expliquais ce matin effectivement, c'est que le graffiti va naître dans les années 50-60, il n'y a pas de date finalement un peu précise et Philadelphie et New York se tirent un peu la bourre sur la paternité de ce mouvement. Et voilà, ça va naître, en tout cas, on le sait, les historiens l'ont bien montré, ça va naître dans des quartiers particulièrement défavorisés, des jeunesses dites marginalisées, racisées, issues des minorités qui n'ont pas accès au centre-ville et qui vont pouvoir, au travers des métros peints, des yards, de rentrer dans des centres-villes où ils sont interdits d'accès et communiquer visuellement une existence. Et il va y avoir différentes évolutions en lien avec le mouvement du hip-hop, évidemment, mais aussi dans l'arrivée dans le monde de l'art. Notamment, ce matin, j'ai parlé de Keïssa Ring. Il y en a quelques autres qui avaient fait un tour en Europe dans les années 80. Le graffiti va vraiment se développer à partir de 82-83, bien qu'il y ait une histoire du graffiti franco-français aussi qui sont inscrites. Il y a des peintres de rue depuis très très longtemps. Même les lettristes, finalement, ces vieilles façades réalisées en publicité appartiennent d'une certaine façon à une logique du graffiti, sauf que le geste ne va pas être illégal, on s'entend, mais il y a déjà ce geste, ce médium de la peinture, quoi. Et effectivement, il y a eu une espèce de renouveau à partir du début des années 2000 avec l'apparition de personnages un peu clés comme Banksy qui vont créer une dynamique, une bulle spéculative à l'intérieur du marché de l'art. Et aujourd'hui, c'est un des courants esthétiques qui vont être dominants, mais qui suit finalement une trajectoire assez similaire à celle de son cousin le rap, qui est aujourd'hui la musique la plus mainstream qu'on va avoir et qui est parfois aussi à l'opposé des valeurs qui pouvaient être portées à l'époque. J'entends ici que on s'est retrouvé, on est parti dans graffiti, dans rap social par exemple, et on se retrouve aujourd'hui avec du rap capitaliste extrêmement assumé, et il se produit aussi la même chose dans le milieu du graffiti avec une espèce de privation de la parole visuelle, et effectivement où il y a un peu eu confiscation à certains endroits de la parole des quartiers populaires, des jeunes défavorisés. Sociologiquement, ça a beaucoup bougé les praticiens et praticiennes du graffiti, puis surtout en fait ça a vieilli puisque c'est plus aujourd'hui majorité de graffeurs, je peux pas faire de généralité non plus, mais une bonne partie, peut-être que c'est moi qui fréquente que les vieux, mais j'ai l'impression qu'on se retrouve pas mal entre trentenaires et quarantenaires tout doucement, quoi. J'ai l'impression que les nouvelles générations sont intéressées par les questions urbaines, mais pas de la même manière. C'est plus cette prise de possession, c'est plus forcément ces esthétiques qui vont dominer, et mais c'est très bien, parce que je pense que toute culture doit nécessairement être vivante, et qu'on peut pas non plus s'accrocher
mordicus à quelque chose comme ça y était il y a 20 ans. C'est plus les mêmes acteurs. Enfin, voilà. Et surtout, moi, l'épreuve que j'ai pu faire d'une certaine façon il y a 20 ans, le jeune de 18 piges qui commence, on n'a rien à secouer, comme je n'aurais rien eu à secouer quand j'avais 18 ans, d'avoir ce genre de légende, entre guillemets, autour d'un illustre personnage que je ne connais pas. Ah, c'est hyper intéressant. Et est-ce que vous croyez que les attitudes des Français, des Strasbourgeois ont changé aussi pendant les ans? C'est quoi par rapport au graffiti? Oui. Ouais, complètement. En fait, moi, il y a quelques années, on avait un terrain, par exemple, de graffiti où c'était toléré. Il ne se passait pas une seule peinture sans qu'on ait le droit à un contrôle et une fouille de la part de la police. Aujourd'hui, d'ailleurs, à Kinépolis, dans le centre de Mulhouse, j'avais été assez surpris. J'avais fait une peinture là-bas il y a 4 ans, je crois. Et on se retrouve avec les policiers qui viennent nous demander s'ils peuvent se prendre en selfie devant le mur qu'on est en train de peindre. Alors qu'il y a 20 ans, j'aurais potentiellement dû filer mes papiers et subir une fouille. Donc ça change. Mais parce qu'il y a eu aussi de plus en plus d'initiatives. Ce matin, je parlais du mur Mulhouse, mais il y a d'autres acteurs et d'autres actrices ici qui ont permis aussi, via des façades, via des commandes, via des interventions de graffeurs, graffeuses comme aujourd'hui les collègues dehors, ont permis en fait de démocratiser un petit peu aussi et que les gens se rencontrent et en fait on est loin de l'image du délinquant. C'est des gens sympas, les graffeurs et les graffeuses. Et mur Mulhouse, pour quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce que vous pouvez le présenter? Je l'ai peint il y a 4 ans aussi. En fait, le concept est d'inviter. Donc c'est un mur qui est situé dans le centre-ville de Mulhouse. Et le principe étant d'inviter, alors c'est tous les 2 mois il me semble maintenant, un artiste pour qu'il repeigne ce mur qui va être visible, qui va être en point de repère pendant 2 mois pour les Mulhousiens, les Mulhousiennes, qui est en point de rencontre aussi, puisqu'il y a des vernissages de rue qui sont organisés, etc. Et ça permet à des artistes, à la fois locaux ou nationaux, d'avoir un mur grand pour s'exprimer, du temps pour pouvoir peindre, aller un petit peu au bout de ses ambitions graphiques et visuelles. Moi, j'aimerais bien personnellement découvrir le CRAF en Alsace, à Mulhouse, à Strasbourg, en France. Qu'est-ce que vous pouvez recommander? Où est-ce qu'on peut trouver les CRAF? Comment trouver tout ça? Ici, je peux difficilement vous donner les plans à la radio sur les bons spots de graphes à visiter parce que c'est des spots secrets et c'est bien qu'il le reste. Après, en fait, il faut être curieux, il faut se balader, il faut lever la tête. Des choses qu'on va trouver peut-être hideuses au premier coup d'œil, du type Antac, c'est-à-dire une signature. En fait, si on regarde un petit peu la technique, le style, ça en raconte beaucoup plus que... Donc, en fait, la meilleure solution, c'est de se balader. Après, Mulhouse est quand même assez garni sur ces questions-là. Strasbourg aussi, il y a des guides qui existent, par exemple sur Strasbourg, en tout cas des fresques qui ont été commanditées. Il y a la Street Art Map qui a été mise en place. À Mulhouse, il y a quand même le Quai des Pêcheurs qui est un espace assez gigantesque sur lequel les copains, les copines organisent très régulièrement des grandes fresques et qui devient un événement un petit peu familial que d'aller voir ce genre de choses le dimanche. Et il y a les visites guidées aussi de l'Office du tourisme à Mulhouse qui régulièrement propose de faire une tournée street art à Mulhouse. Il y en avait une d'ailleurs dans le cadre de ce week-end pratique urbaine. Peut-être une dernière question à Antoine Hoffmann. Est-ce qu'il y a des femmes qui font du craft maintenant? Oui. Ça c'est pareil ici. Ça c'est un petit peu dégenré. Après ça reste, je pense pas que mes collègues masculins vont me contredire, mais c'est vrai que c'est une pratique qui est assez masculiniste, voire phallique. La question du marquage de territoire, la question de la bombe qu'on secoue. Enfin, il y a quand même pas mal d'analogies. Je vais pas aller trop loin ici. Mais sur les dernières années, il y a quand même, et notamment à Mulhouse, on a Dédé Laplume qui est en train de peindre juste devant. Je pense aussi à ma camarade Williane qui est dans le secteur, et puis à bien d'autres. Aujourd'hui, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. Ça reste quand même une culture très masculine et très masculiniste. Mais tout doucement, comme dans le rap, ça commence à arriver et avoir des postures, des postures, qui sont en train de bouger les lignes. Et c'est une très bonne chose à mon sens. Merci beaucoup Antoine Hoffmann. Merci beaucoup. Au revoir. Radio WN.